Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité et dans le fauteuil blanc. J'ai avec moi un acteur politique de la nouvelle génération, bien décidé à apporter donc une nouvelle façon de faire la pratique politique. C'est bien sûr le bishop Claver Yameogo, président du MRP, le mouvement pour le rassemblement patriotique. Bonsoir. Bonsoir Robin. Merci de répondre à notre invitation. C'est avec plaisir et puis c'est un honneur pour moi parce que être invité à cette prestigieuse émission, c'est quand même quelque chose qui fait énormément plaisir. Alors je remercie toute la chaîne et je te remercie particulièrement de cette invitation. Et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de BF1 parce que vous avez une émission qui cartonne et encore une fois, félicitations. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Justement, avec vous, déjà un parcours assez riche quand même, fils de président, rappeur, animateur, pasteur, homme politique maintenant. Qu'est-ce qui fait courir autant? Non, c'est la passion d'un homme qui, à chaque étape de sa vie, épouse certains secteurs, le développe. Et si vous faites un peu la jonction, vous voyez qu'il y a un dénominateur commun à tous ces éléments, c'est la parole. Et quand quelqu'un a l'art de bien s'exprimer, alors vous verrez qu'il sera bien dans l'écriture des poèmes, dans le rap. Le rap qui était une musique contestataire. On a commencé la politique, si vous voulez, dans les bas quartiers avec des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire qui criaient leur soif d'espoir, de travail, de vivre. Et comme ils n'avaient pas les moyens, ils le faisaient à travers des textes. Et j'avais cet instrument qu'est la radio pour faire passer le message. Quand on vient des milieux aisés, est-ce qu'on peut comprendre le message des jeunes des bas quartiers? Si, en allant vivre avec eux. C'est vrai qu'effectivement, j'avais cette faculté, ou bien cette chance d'être issu d'une famille assez connue, qui est la famille Yameogo. Mais vous voyez, ce que je gagnais à l'époque, je l'investissais dans la jeunesse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, nous n'avions pas la facilité d'avoir toutes les dernières nouveautés en matière de disques, en matière de vidéos. Donc moi, je prenais mon argent de poche, j'économisais mon argent de poche et hop, je partais aux États-Unis, New York, Paris, et je ramenais toutes ces nouveautés que je mettais gratuitement à la disposition de la RTI, puisqu'à l'époque, on était payé à peine 50 000 francs par mois, et un billet d'avion pour aller aux États-Unis, faites le coup. Donc, c'était mon investissement. Plus la passion, puisqu'on pourrait se dire, fils de président, l'ancien président Maurice Yameogo, qui vivait dans la grande famille, Fouette-Boigny quand même, on se dit, se retrouver à rapper, à animer, c'est un peu un échec, non? Pourquoi vous dites échec? Le fait d'être animateur, pour vous, est un échec? On pourrait le penser, parce qu'on se dit, fils les de gens président... mal. À l'époque, ils disaient être footballeur, c'est un échec. Aujourd'hui, les footballeurs gagnent des millions. Aujourd'hui, c'est-à-dire, vous définissez l'échec par quoi? Non, c'est ce qui va faire que nos enfants ne pourront pas développer leur passion. Quand quelqu'un a une passion, que vous l'aidez à développer cette passion peut rapporter énormément d'argent. La preuve, aujourd'hui, vous avez de très bons animateurs, de très bons artistes qui rapportent des milliards de francs CFA sur la planète. Ont-ils échoué? Est-ce qu'il y avait des stéréotypes quand même pour ce certain corps de métier perçu comme... Il n'y a pas de bon code ou de mauvais code. Même un cordonnier peut réussir sa vie parce qu'il sert à chausser des gens. Il sert à permettre à des personnes d'avoir de bonnes chaussures. Donc, ne va pas me dire qu'un cordonnier ou un charbonnier a échoué dans la vie. S'il est le meilleur des cordonniers, le meilleur des charbonniers, il se fera sa petite place au soleil. C'est ce que vous avez toujours voulu faire? Eh bien, la passion de la communication a toujours été pour moi, oui, une véritable passion. J'ai toujours aimé être derrière le micro ou à la caméra. C'est quelque chose qui brûlait en moi. Maintenant, il est vrai qu'en Afrique, il est difficile de se faire beaucoup d'argent par ce corps de métier, mais aujourd'hui on y arrive avec le développement justement des radios privées, des télévisions privées. Si on arrive à proposer de très bons programmes, on peut y arriver, malgré c'est toujours dur parce que le sponsoring et le mécénat n'est pas toujours à la hauteur des valeurs. Quand je vous regarde, moi je vous dis sincèrement,
Vous avez une émission pareille. En France, vous, Aubin, vous rouleriez dans une limousine, vous auriez une maison à 3 étages. C'est comme ça, vous serez comparé à un Michel Drucker ou un Christophe de Chavannes ou à l'heure à haute, vous comprenez. Mais malheureusement, nous sommes en Afrique et les gens n'ont pas encore compris le pouvoir de la communication et ce que la communication peut rapporter. Et c'est pourquoi dans ce corps de métier, on investit très peu, alors que c'est le 4e pouvoir. Un talent comme le vôtre, aux États-Unis, non, il me faudrait passer 4 secrétaires avant de vous rencontrer. C'est le cas à l'époque pour votre émission Zone Rap. Si vous vous souvenez. À l'époque, ce n'était pas permis à n'importe quel artiste de vous avoir. Oui, c'est vrai que c'était très difficile parce que tous les bas quartiers, tout le peuple se réunissait à la radio et voulait passer à cette prestigieuse émission qu'est Zone Rap. Alors, on se rappelle qu'à l'époque, le hip-hop en Côte d'Ivoire, c'était quand même... c'était important. Le mouvement prenait de l'ampleur avec tous ces clans. Oui. Almighty, Sezo. Vous avez été un acteur majeur. Je me souviens de cette anecdote avec le groupe Kadioba, venu spécialement de Bouaké pour vous rencontrer à la radio. Oui, c'est vrai. En tant que Burkinabé, mais ça n'a pas été facile. C'est vrai. C'était, je pense que à cette époque-là, mon défaut peut-être aurait été d'être Burkinabé. Parce que le fait d'avoir ce nom Yameuro ne m'a véritablement pas ouvert les portes pour une ascension dans ce domaine. Vous voyez, on disait oui, bon, c'est bon, on le garde à ce niveau. Sinon, normalement, avec tout ce que j'ai fait, j'aurais été promu beaucoup plus rapidement. Je vous rappelle même qu'à une certaine époque, j'ai tenté de faire un comeback au Burkina Faso avec une émission qui s'appelle Hit Express. Hit Express, en 3 mois, nous avons crevé l'écran à la RTB. Malheureusement, quand les gens ont vu l'ampleur que ça avait pris, ils ont eu peur pour leur poste et ils ont supprimé l'émission. Alors que j'avais un contrat en bonne et due forme d'1 an. À cette époque, c'était son Excellence Ouedraogo Mamoudou qui était directeur. Nous avions signé le contrat. Il ne me payait pas. J'avais juste demandé 12 billets d'avion, c'est-à-dire 1 billet par mois. Et moi-même, je finançais l'émission pour bouleverser la jeunesse dans cette culture hip-hop. En 3 mois, tous les jeunes étaient accros. Malheureusement, vous connaissez l'homme noir. Ici, au lieu d'aider ceux qui ont le talent, on les écrase. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la polémique avec l'émission Café à la RTB ? Eh bien, je trouve que les gens ne sont pas encore prêts, vous voyez, à faire rêver les gens. Voilà. Quand on veut faire rêver les gens, il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Tant qu'on veut embrigader les animateurs ou les émissions en leur disant ça passe, ça ne passe pas, ça passe, ça ne passe pas, vous ne pourrez jamais avoir des émissions révolutionnaires. Allez dans les pays européens, voyagez s'il vous plaît, et allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de tabou. Simplement, même il y a des émissions... Même sur des chaînes nationales ? Mais oui, bien sûr. Même sur des chaînes nationales. Simplement, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que vous pouvez être poursuivi si vous sortez hors du code de conduite de l'émission, ou bien de votre émission, ou bien de la déontologie de la chaîne. Donc aussi, il y a des limites. Donc vous êtes passible de passer même devant la cour pénale. À l'époque, des rappeurs se sont retrouvés face au juge, par exemple le NTM, je ne dirai pas le nom parce que c'est un peu grossier. Vous avez aussi, il y avait Passy et autres qui ont commencé dans leur rap à insulter les policiers en France. Ils se sont retrouvés devant les tribunaux. Non, c'est clair et c'est net. Vous dépassez le Rubicon, eh bien, vous ferez face aussi à la justice. Donc une émission, pour qu'elle ait de la valeur, il faut véritablement, comment dirais-je, la laisser s'exprimer, recevoir. Maintenant, dans le cadre de cette émission, il faut qu'il y ait aussi, bien sûr, on ne va pas permettre qu'on insulte le président de la République, on ne va pas permettre qu'on insulte des institutions, il y a des limites à ne pas franchir. Mais tant que ça reste dans le cadre vraiment de la bienséance, non, il faut laisser passer. Moi, je n'ai pas vu l'émission, je n'ai pas entendu les propos qu'a tenus l'invité. Mais sincèrement, si ces propos sont outrageux, on les censure. Voilà, on peut les censurer. Ou alors, dans ces conditions, effectivement, le directeur aussi de la chaîne est libre de laisser passer ce qui lui semble juste. Donc, quelque part, c'est ce que je peux dire sur cette affaire. D'accord. Et avec du recul aujourd'hui, comment vous voyez ce milieu, la culture, la musique ? Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire et en ce moment même, c'est en passe. Ça descend. Moi, je vous donne juste un exemple. Par exemple, regardez les droits d'auteur que les radios doivent payer. Je vous donne juste un exemple. Les télévisions. Nous vendons quoi?
nous vendons de l'image, nous vendons de l'espace, du vent, ou nous vendons du son. Ce n'est pas la matière première. Vous avez des radios qui n'ont pas des sponsors. Pourtant, elles font la promotion de la musique des artistes. Vous demandez à ces artistes de venir payer pour leur passage ou la promotion. Ils disent non, c'est trop cher chez vous, ou bien non, jouez-nous gratuitement. Votre rôle. C'est votre rôle, il faut faire. Mais cependant, le BBDA, lui, va venir à la fin de l'année et va vous dire non, vous devez nous payer un montant, tant. Si vous ne payez pas, on va vous créer des problèmes avec... alors, vous voyez, et nous faisons la promotion. Non, il faudrait trouver un système. Vous voyez que nous n'avons pas de moyens. Nous le faisons presque gratuitement. Il ne faudrait pas aussi venir nous encaisser sous prétexte qu'on doit payer des droits d'auteur. Venir nous encaisser ou alors élever, c'est trop cher. Cependant, un maquis vend de la bière, vend des boissons alcoolisées ou ce que vous voulez, se fait de la plus-value, de l'argent en jouant de la musique. Une boîte de nuit joue de la musique, fait payer une entrée. Alors eux, oui, on pourrait bien les taxer parce qu'ils utilisent la musique de nos artistes pour se faire de l'argent. Alors qu'une radio, une télé fait la promotion. Maintenant, quand la radio ou la télé ou l'émission dans laquelle la musique passe est sponsorisée, il faut que le sponsor supporte justement comment dirais-je, la musique qui passe parce qu'elle utilise la musique de ces différents artistes. Cela pourrait être étudié de cette manière. Aujourd'hui, moi je me vois un peu acculé à Radio Jam parce que nous ne faisons peut-être pas... patron de radio, justement. Voilà, nous ne faisons pas beaucoup d'argent, mais après, on se retrouve avec une facture salée qu'il faut payer, mais l'aide de l'État, l'aide que l'État nous donne pour pouvoir nous en sortir, on ne peut pas l'utiliser pour payer le BBDA. Bon, ces artistes refusent de venir nous payer leur diffusion. Mais quand même, à la fin de l'année, il faut qu'on paye. Et quand on demande même des allègements, c'est compliqué, c'est difficile. Sinon, on ne nous donnera pas l'attestation pour avoir la subvention qui suit. Donc, ce sont des choses à revoir. À revoir. On espère qu'on verra pour permettre à chaque entité de pouvoir effectivement tirer son épingle du jeu. Moi, j'ai plein de propositions dans le domaine de la culture. Vous comprenez, pour pouvoir même enrichir les artistes que j'ai travaillé depuis près de 20 ans. Mais ça, je garde ça pour le jour où nous serons aux affaires. Je développerai le domaine de la culture d'une manière incroyable. Communicateur, pasteur, politique, vous dites qu'il y a un rapport, la parole. Pasteur, ça ne suffit pas? Vous franchissez le pas pour la politique? Même être pasteur, c'est faire de la politique. Quand vous dites aux gens, venez accepter Jésus, il vous donnera la bénédiction, il vous donnera le vin, c'est une politique. Vous amenez des fidèles à adhérer à un mouvement. C'est un genre de politique. Un homme est un homme, même si il est homme de Dieu. C'est un homme avant tout, c'est un citoyen lambda comme tout le monde. Ça ne choque pas les Américains d'avoir un pasteur qui se présente aux États-Unis, Jesse Jackson, ou bien... non, non. Mais pourquoi en Afrique, ça pose un problème? Pourquoi les gens trouvent qu'un pasteur ne doit pas faire de la politique s'il en a... Il y a la question de la sensibilité pour tout ce qui est religion. C'est aussi facilement comment des pasteurs peuvent emballer des fidèles dans une situation le problème, ce n'est pas de crise aussi. Il y a cette peur. Non, vous avez peur de quoi? Ou qui a peur de qui? Soyons honnêtes. Moi, je vous fais peur. Je fais peur à des gens. Ce que je prêche à l'Église, je prêche la parole de Dieu. Je prêche la vérité. Vous voyez aussi qu'ailleurs, on voit ces images, ces informations, ces images de pasteurs qui donnent, parfois se retrouvent dans des situations où ils donnent des mots d'ordre à des fidèles qui se retrouvent dans des situations où on a eu des cas de mort. Ça aussi, c'est des images qu'on voit et qui ne font pas véritablement honneur à la profession. À la profession. Je vais vous dire clairement, dites-moi un corps de métier parfait. Donnez-moi un exemple. Un corps de métier parfait, il n'y en a pas. Partout, il y a ça des devrait être le cas chez vous. Nous sommes des hommes d'abord, avant d'être des hommes de Dieu. Il y a le mot homme d'abord. Maintenant, de Dieu, c'est des gens qui ont décidé de servir Dieu, de se mettre au service de Dieu. Donc, soit en lisant le Coran, en devenant El Hadj, imam, soit en devenant prêtre, archevêque, soit en devenant pasteur, évangéliste. Donc, ce sont des hommes qui ont reçu un appel
Et au travers de cet appel, ils essayent de conscientiser, d'amener le peuple à se réconcilier avec Dieu, à avoir plus de ce qu'on appelle de paix, de spiritualité. Parce que vous voyez, quand Dieu a parlé à l'eau, le poisson en est sorti. Quand il a parlé à la terre a produit des arbres et des fruits. Après, l'homme a dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il a fait l'homme selon sa ressemblance. Il a mis en l'homme le souffle de vie. Donc, déconnecter l'homme de Dieu, c'est comme si vous enlevez le poisson de l'eau. Il ne vivra pas. C'est comme si vous déracinez un arbre. Vous le laissez naître, il ne vivra pas. Déconnecter l'homme de Dieu, il meurt, il ne vivra pas. C'est pour cette raison que Dieu a mandaté des hommes afin que les hommes soient toujours en connexion avec lui. Ce qui veut dire que l'homme doit travailler sa relation avec Dieu. Les hommes de Dieu travaillent leur relation avec Dieu. Mais la même Bible dit qu'il n'y a aucun homme juste sur la terre. Il n'y a aucun homme parfait sur la terre. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans des environnements, dans des contextes où justement, des situations assez sensibles, où généralement, la religion, les coutumiers, ce sont des forces morales, les derniers ressorts sur lesquels on s'appuie quand ça ne va pas. Et quand eux franchissent le pas pour venir en politique... Voilà. Arrêtez de les prendre pour des pompiers. Parce que c'est généralement quand ça va mal qu'on se tourne vers les pasteurs, prier pour que le pays ait la paix. Faites ceci, allez dans les églises, priez pour la paix. Une fois que la paix est revenue, allez, retournez dans vos églises, la politique ne vous concerne pas. Et mon frère, la politique c'est quoi? C'est la gestion de la société. Quiconque se sent capable peut venir gérer la société. Maintenant, gérer la société c'est quoi? C'est pas venir s'enrichir pour soi-même, c'est venir enrichir le peuple. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. À partir du moment où vous êtes, parce que ministre veut dire quoi? Ministre veut dire serviteur. C'est un mot grec, ça vient du mot grec. Et le premier ministre, c'est le premier serviteur. Donc quand on te nomme ministre, on ne te nomme pas pour... D'ailleurs, dans votre nom, ministre du Christ, vous dites MC Claver, ministre du Christ. Je sers Christ. Je suis un serviteur de Christ. Mais vous savez aujourd'hui que de plus en plus, le nom des pasteurs, quelque peu associé à l'argent. À l'argent, à l'escroquerie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la question. Il est vrai qu'en notre sein, il y a des brebis galeuses. Mais ce n'est pas parce que tu as un mauvais billet de 10 000 francs dans ta poche que tu jettes tous les vrais billets. Il n'y a pas parce qu'il y a des faux billets qu'on ne va plus utiliser l'argent. Ça fait partie de notre système. Il faut l'accepter tel quel. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu rencontres un homme de Dieu, étant donné que tu as l'Esprit de Dieu, prie Dieu, Seigneur, est-ce que l'homme avec qui je parle, que j'ai en face, est-il vraiment de toi? Si je dois le suivre, révèle-moi. Dieu qui parle à chacun d'entre nous, eh bien te révélera en te disant oui, par songe, par quoi, s'il est bon ou pas. S'il n'est pas bon, fuis-le, parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Si aussi Dieu te dit oui, c'est mon serviteur, fais-lui confiance, il peut t'aider, il peut t'amener quelque part, alors vas-y. C'est pourquoi on dit, vous pouvez éprouver les esprits. Parce que votre personnalité, j'y discute avec beaucoup de gens, ça intrigue quand même. On se dit, fils de président, devenu pasteur, désormais homme politique, est-ce qu'il n'est pas en train de courir derrière l'argent, tout ça? Oh là là, courir derrière l'argent, c'est un bien gros mot. Quand des gens veulent aider, apporter leur contribution au développement d'un pays, on dit qu'ils courent après l'argent. Ce n'est pas réducteur. C'est aussi l'image qu'on a aujourd'hui de la politique. Mais c'est une fausse image. Écoutez, Dieu lui-même dit que si tu ne travailles pas, que quiconque ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Pour être prospère, parce que c'est ce que les gens n'ont pas enseigné sur le leadership et la prospérité. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui peut dénicher d'autres leaders. Quelqu'un qui deviendra prospère un jour. Comment il le deviendra? C'est parce qu'il peut résoudre le problème de plusieurs. Si tu es dans un corps de métier et que dans ce que tu fais, tu résous le problème de plusieurs, eh bien sache que les gens viendront s'abreuver à ta source, payer ce que tu as à donner. Moi-même, la parole, la tchatch là, ça se vend. Okay? Les avocats là, quand tu vois des avocats qui coûtent très très cher, pourquoi? Parce que même si tu es coupable, si lui il prend la parole, il va te faire acquitter. Pourquoi? Parce qu'il a l'art oratoire. Donc,
quand tu as quelque chose de bien, tu le vends. Il n'y a pas de mal à se vendre. Voilà. Mais je ne me prostitue pas. J'ai un talent, j'ai un don. Ce don, je peux le mettre au service de la nation, je peux le mettre au service de frères, d'hommes, de femmes. Restant peut-être dans le ministère du Christ. Tout en restant dans le ministère du Christ, c'est une vérité, mais si tu es appelé, parce que quand vous faites la genèse du MRP, je ne me suis pas levé tout seul et puis dire, allez, voilà, je vais créer un parti. Non. C'est un appel. C'est des groupes de jeunes qui sont venus. Nous avons échangé ensemble. Nous avons parlé. Nous avons discuté longuement. Et ils ont vu en moi un leader. Est-ce que vous êtes fils de président, peut-être? Non, parce qu'ils ont vu les actes que j'ai posés par le passé en Côte d'Ivoire, dans le monde de la culture, de la musique. Ils ont vu mon amour pour les gens, le fait que j'aide les veuves, les orphelins, par le ministère que je dirige. Ils ont dit, mais pourquoi pas aller plus loin? En s'engageant en politique. En s'engageant en politique. Mais pourquoi vous n'allez pas, peut-être déjà, vos frères, notamment Maître Herman Yameogo, Salvador Yameogo, ont déjà leur parti politique. Pourquoi vous n'intégrez pas ces partis directement? Je suis allé les voir avec le groupe de jeunes avec qui nous avions décidé donc de lancer le mouvement. Ils nous ont conseillés. Ils nous ont très bien conseillés. Ils nous ont même encouragés et ils nous ont donné leur bénédiction. Donc à partir de ce moment, je trouve que c'était bon parce que s'imposer chez quelqu'un sans que la personne ne le veuille aussi, ça peut faire tache d'huile. Étant donné que nous avions aussi notre vision, nous avions aussi nos idées, il était peut-être pour eux préférable de nous laisser faire notre petit bonhomme de chemin tranquillement et de nous regarder faire tout en nous conseillant. Alors, donc, finalement, on parle de votre parti. Donc, les fondements, c'était quoi du MRP, le mouvement pour le rassemblement patriotique? Quels sont les fondements de la création de ce parti? Les fondements, d'abord, ça a été un cri de cœur de la jeunesse par rapport à un certain désespoir, par rapport à un avenir sombre, par rapport à aussi un manque d'amour, de division. On parle beaucoup de réconciliation ces derniers temps. Et la réconciliation ne se fait même pas au sein de notre pays. Même si vous allez dans plusieurs régions, vous verrez que les filles sont divisées. Vous verrez qu'il y a des problèmes de génération. Et donc, ce cri de cœur nous a amené à dire, bon, et si nous pouvions réunir d'abord tous les fils, se réunir ensemble. Mais pas seulement les fils de Koudougou, mais les fils même du Burkina Faso, la jeunesse du Burkina Faso, derrière un même idéal. C'est vrai que vous me direz, bon, tous les partis courent ou ont leur même programme. Lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption, lutter contre l'analphabétisme, lutter contre l'insécurité, lutter contre les soins. Bon, tout ça, c'est le plan de base que nous avons, sur lequel nous voulons travailler. Mais nous voulons aussi quand même passer à une autre étape, à une étape où le pouvoir, aujourd'hui la politique, les acteurs politiques sont un peu vieillissants. Et on dirait qu'il y a un peu de difficulté à faire la passe à la nouvelle génération. Vous voyez, on s'éternise, alors que ces personnes qui sont aux affaires sont les mêmes qui, à 29 ans, 30 ans, prenaient le pouvoir dans les années 83. Ce sont les mêmes que nous retrouvons encore aujourd'hui. Pour vous, la rupture, c'est le changement de génération? Oui. Oui, il faut un changement de génération. Et c'est pourquoi je félicite le président Roch-Marc Christian Kaboré, parce que nous faisons partie de la PMP, parce qu'il ouvre déjà la porte à la jeunesse, la porte à la nouvelle génération. Et c'est parce que nous voyons en lui quelqu'un qui pourra passer le flambeau plus facilement que nous sommes vraiment derrière son programme. Votre parti est né nos programmes se ressemblent, se complètent. Votre parti, effectivement, est né en 2019. Pourquoi vous n'avez pas rejoint en même temps le MPP si tel est que vous avez la même façon de voir les choses? Oui, c'est la question qu'on pose souvent. Mais vous savez, rejoindre un parti comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que dès que vous rentrez dans un parti, justement, les anciens se disent, bon, écoute, vous venez d'arriver, peut-être mettez-vous là. Et ensuite, je vous dis quelque chose, ce n'est pas le MPP que nous rejoignons.
l'APMP soutient la candidature du président Roch Marc Christian Kaboré, ce qui est différent. Le MPP a ses hommes, peut-être qu'il y a divergence, peut-être incompatibilité d'humeur entre certaines personnes au sein du MPP, mais le plus important pour nous, partis qui avons rejoint la majorité, c'est l'élection, la réélection de notre candidat. Alors, si je comprends, vous n'avez pas créé votre parti pour briguer la magistrature, pour conquérir le pouvoir d'État. Si, nous l'avons fait, mais il faut être comment dirais-je, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous avez dit 1 an. En 1 an, nous ne pouvons pas venir comme ça et puis du coup dire boum. Le MPP avait à peine 1 an quand il a remporté le pouvoir. Bravo, le MPP avait 1 an, mais il venait d'où? Il venait d'où le MPP? Il venait du CDP. Il faut me le dire, ça on discute. N'ayons pas peur, il venait d'où? Du CDP, vrai ou faux? Les acteurs politiques du MPP ont combien d'années de formation ou de travail au sein? 27 ans. Donc ce n'était pas fortuit qu'ils fassent un coup KO. C'était des vieux de la vieille qui ont simplement créé leur parti parce qu'ils voulaient une rupture avec l'ancien Mais si régime. vous voulez avoir créé cette rupture, ce changement générationnel, je suppose derrière aussi avec une nouvelle façon de faire la politique, est-ce que vous pensez qu'aux côtés du MPP, vous apprenez une nouvelle façon de faire la politique? Oui, d'abord nous sommes à côté d'anciens qui ont une expérience, mais je veux dire aussi que nous discutons. Ce qui est bien au sein de la MPP, de la PMP, c'est que nous pouvons discuter. Et quand nous discutons, nous donnons notre avis, quitte à eux de l'accepter ou de le rejeter, parce que c'est eux qui sont aux commandes. Mais nous disons ce que nous pensons. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà. À partir de maintenant, c'est ça le dialogue. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas pousse-toi que je m'y mette. Donc moi-même, je regarde, je dis, vous êtes dans l'opposition, et une fois qu'un de l'opposition vient au pouvoir, allez, hop, on devient ennemi, et puis même ceux qui étaient au pouvoir deviennent vos amis, et hop, on se met maintenant comme celui au pouvoir. C'est pas ça. L'idéal aurait voulu que vous fassiez vos armes dans l'opposition en apprenant à s'opposer. Mais très vite, vous avez rejoint la majorité. Pas très vite. Nous avons pris le temps de consulter. Nous avons pris le temps de consulter les uns les autres. Avant, vous savez, quand vous rentrez sur une scène que vous ne maîtrisez pas, même si vous y viviez, c'est toujours bien de rencontrer les leaders. Nous avons rencontré certains leaders de l'opposition, nous avons rencontré certains leaders de la majorité. Nous avons fait vraiment notre analyse. Et ensuite, nous avons décidé d'un commun accord d'y aller. Voilà. Moi, je peux vous le dire, même le mot opposition me gêne. Même le mot opposition me gêne. Ah oui? Ouais. Le mot opposition me gêne. Parce que vous savez, en tant que pasteur, la Bible me dit qu'il n'y a aucune autorité qui n'ait été président, autorité, si Dieu ne l'ait permis. Donc, chaque fois qu'un président est élu, ou un président, ou n'importe quoi, quand tu es élevé, sache que tu n'es pas venu là-bas par tes propres forces, par ta propre intelligence. C'est par la volonté de Dieu. À partir du moment où un président est élu, c'est que Dieu l'a permis. Et la parole de Dieu dit, priez pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi prier? Afin qu'il y ait la paix dans le pays. Pourquoi il faut la paix? Parce que si vous ne priez pas, des esprits malins peuvent se servir de ces hommes qui ont l'autorité et amener la gabégie et amener la terreur dans le pays. Donc, nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en autorité afin que Dieu leur donne la sagesse par le Saint-Esprit pour bien diriger le pays. Vous êtes venu en politique pour évangéliser les Burkinabés? Je suis venu en politique pas pour évangéliser. Ça, je n'évangélise. J'utilise la parole de Dieu qui est le socle même de la vie et de l'essence. Je vous ai dit, si vous vous déconnectez de Dieu, vous allez mourir. Vous pensez que vous pouvez faire la réconciliation sans Dieu? C'est Dieu qui est la réconciliation. Vous pensez que ce qui arrive au Burkina Faso, vous pensez que c'est ça la volonté de Dieu? Vous savez ce que le Burkina Faso a posé comme acte pour que nous méritions les terroristes? Regardez d'abord, avant de venir dire prions pour la paix, prions pour le pardon, qu'est-ce que nous avons fait nous? Est-ce que nous n'avons pas amené des hommes burkinabés dans certains pays verser du sang? Et ce sang crie comme le sang d'Abel qui a été tué par son frère Caïn, crie à l'Éternel. Est-ce que vous êtes sûr
que nous ne nous sommes pas mêlés d'affaires dans certains pays qui ne nous regardent pas et dont nous sommes comptables? Est-ce que vous êtes sûr que nous n'avons pas hébergé des rébellions dans ce pays? Vous savez, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Donc quand vous voulez la paix, réglez d'abord spirituellement ce qu'il y a à régler. Mais si vous n'allez pas vers les hommes de Dieu pour qu'ils vous disent la vérité, comment vous voulez régler quelque chose? Ça va perdurer. Ça va perdurer. Nous avons des grands papas comme le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Ce n'est pas aller le consulter et puis lui demander « Ah, papa Karambiri, priez pour nous et tout ça, priez pour le pays ». Non, il faut lui donner un poste auquel il pourra œuvrer, réunir les hommes qu'il faut, donner les directives qu'il faille pour que le pays retrouve la paix en réglant spirituellement. Vous savez combien de fois il a annoncé que du Nord viendrait un danger ici au Burkina Faso, mais les gens n'ont pas écouté. Vous auriez fait un bon conseil spirituel tout simplement du président Roch Kaboré. Ça suffirait, non? S'il m'appelle, je serai prêt à le servir. Je serai prêt à le servir en tant que conseiller. Il n'y a pas de problème. Je le connais très bien. C'est un bon président. Il est généreux. Oui, je pense. Beaucoup de parce que si je ne le pensais pas, je ne soutiendrais pas sa candidature. Vous voyez un peu... C'est quelqu'un de très généreux. Je l'ai connu. On se connaît même avant que je ne sois... Est-ce que ça suffit d'être généreux pour gérer le pouvoir d'État? Ce que je veux dire, il a été à bonne école aussi. Il était dans un parti qui avait le pouvoir, le CDP. Il était aux côtés d'un président qui a fait aussi ses preuves. Qu'est-ce qu'on reproche au président Blaise Compaoré? C'est de s'éterniser. C'est ce que les Burkinabés ne pouvaient plus supporter. C'est cet article 37 qui lui aurait permis, si on sautait le verrou, de revenir encore aux affaires. Aujourd'hui, les Burkinabés se disent c'est plutôt le système et non la personne. Non, aujourd'hui ils disent c'est le système. Et le système, il est toujours là? Non, ce n'est pas une question de système. Je vous dis, regardez, refaisons une relecture de ce qui s'est passé. Pensez-vous que si, à l'époque, le président avait décidé de ne pas modifier l'article 37, qu'il avait annoncé aux Burkinabés qu'il ne se représenterait pas et qu'il présenterait un candidat, nous aurions connu ce que nous connaissons aujourd'hui? Non. Non. Maintenant, peut-être que cette année, les gens se seraient battus peut-être pour enlever le CDP ou mettre un autre parti, un autre président ou quoi que ce soit, mais on serait dans une logique de politique plus politicienne, mais des valeurs des personnes. Nous sommes un État où il faut revenir aux indépendances. Après Maurice Yamego, coup d'État, le pays n'a connu que des régimes militaires. Il n'y avait pas de démocratie. On a eu un semblant de démocratie en 78-80. Un semblant de démocratie. Et après cela, à la mort du capitaine Thomas Isidore Sankara, un président qui a relevé le pays, qui a dit que les Burkinabés pouvaient se débrouiller par eux-mêmes, qui pouvaient être de véritables patriotes. Et ils ont été prêts à donner. Être patriote là, c'est pouvoir se sacrifier. C'est pourquoi quand on parle d'IUTS là, je suis un peu fébrile. À l'époque, on a fait plus que IUTS. Mais qui a broché à l'époque, en 83, pendant la Révolution? On était tous fiers de contribuer à pourquoi il n'y a plus cette fierté aujourd'hui de contribuer? Parce que pendant un temps, on a vu que l'État était géré par une famille. Parce que par un temps, ce n'était qu'un groupuscule à qui ça appartenait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a toujours pas cette fierté. On n'est pas encore revenu de payer... Oui, elle n'est pas revenue. Mais pourquoi? Pourquoi occulte-t-on son Excellence Roch Marc Christian Kabore? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on estime qu'il n'a pas assaini la gestion des finances publiques. Ce n'est pas une question d'assainir. Vous prenez le pouvoir, 15 jours après, vous recevez un des plus gros coups. Cappuccino, Splendide Hôtel, 15 jours après avoir prêté serment. On ne va pas continuer à justifier l'échec par... On ne justifie pas, mais s'il vous plaît, quand un président de la République doit penser tous les jours aux milliers de FDS qui tombent, de civils qui tombent, de réfugiés. Tous les jours, on apprend des nouvelles. Cela l'empêche de lutter contre la malgouvernance, contre la corruption? Cela ne l'empêche pas. Il y a des systèmes, il y a des juges, il y a des audits.
ils doivent faire leur travail. Dites-moi, qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce que le président, pendant son mandat, a-t-il fait de mal? Qu'on a dit, voici, le président a détourné ci, il a détourné ça. Ces ministres ont été indexés. Voilà. Vous dites bien ces ministres. Mais lui, il ne va pas suivre tous les ministres chaque fois pour savoir c'est sa ce qu'ils font. responsabilité. Non, excusez-moi. Même si toi, tu as 15 c'est enfants, lui qui les a nommés. si tu as 15 enfants, est-ce que tu peux savoir ce que chaque enfant fait la nuit? Non, soyons logiques. Maintenant, c'est le savoir. En père responsable, on est censé le savoir. Chaque ministre doit être responsable de la gestion de son ministère et appliquer ce que le président ou le Premier ministre demande de faire. Maintenant, pourquoi on met tous les péchés d'Israël aujourd'hui sur la tête de Blaise Compaoré? Puisqu'il avait aussi des collaborateurs, des ministres, peut-être qui étaient ceux-là qui commettaient les... Je reviens. Le problème du président Blaise Compaoré, c'est de vouloir modifier l'article 37. C'est tout? Vous pensez que c'est tout ce que les Burkinabés ont reproché à Blaise Compaoré? Oui, c'est ce qui a provoqué l'insurrection, la grogne. Il y a bien d'autres choses. Oui, on peut revenir sur le passé. Des crimes de sang, des crimes économiques. On peut revenir sur le passé. On peut revenir sur le passé. Mais le but, là, pour moi, ce n'est pas de juger le président Blaise Compaoré sur ce qu'il aurait pu faire. Est-ce qu'il est impliqué ou pas dans la mort de Thomas Sankara? Parlons de la majorité présidentielle aujourd'hui. Vous êtes aux côtés donc du MPP dans la majorité présidentielle et vous avez l'impression qu'on demande trop au président Kaboré? On demande trop. On tire sur l'ambulance qui essaye de soigner le Burkina Faso. Et ça, ce n'est pas tolérable. Je trouve ça injuste. Et je n'aime pas l'injustice. Vous pensez quoi de l'attitude des syndicats aujourd'hui par rapport à l'UTS? Bon, l'attitude des syndicats, c'est controversé. Mais je dirais une chose. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne dialoguez pas. Et je ne peux pas comprendre que quand le gouvernement ouvre le dialogue, que vous vous leviez de la table du dialogue devant le Premier ministre. Quand on vous appelle au dialogue sur les UTS, que vous refusiez d'y aller. À partir de ce moment, le gouvernement est en mesure et en droit de prendre ses responsabilités. Et pour ça, je le dis... Ils ont posé des préalables. Ils ont posé des préalables qui ont été étudiés. Et je vous dis, allez dans les chiffres. L'affaire du UTS, si ce n'est pas appliqué, l'État perd plus de 103 milliards de francs CFA. Nous privés, nous payons UTS. Okay? Pourquoi le service public ne paye pas? Nous, à la radio, on paye. Pourquoi ils seront privés? Un pays se construit sur les impôts des habitants. Ce que demandent les travailleurs du public, les syndicats, c'est ce qu'on supprime tout simplement l'UTS au privé. Mais s'ils suppriment l'UTS au privé, moi je peux applaudir. Mais ça sera quoi pour le gouvernement? Ça sera une perte de 103 milliards de francs CFA. Écoutez, nous ne sommes pas les seuls pays à payer l'UTS. Ils ont aussi montré où il faut aller chercher l'argent. Voilà. L'argent qu'ils vont chercher. Vous savez, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des contribuables aussi de ces pays qui... Par l'aide publique au développement, au niveau national, il y a de la ressource à mobiliser. Ils ont parlé par exemple du secteur des mines où il a été démontré aussi que l'État perd beaucoup en termes de fiscalité. Je vous dis une chose. Il a aussi démontré aussi ces restes à recouvrer qui traînent toujours. Ces cas de corruption dénoncés. Je ne suis pas d'accord avec vous, M. Aubin, sur ce sujet-là. Pas du tout d'accord. Même Dieu lui-même, quand il a envoyé Jésus, il a dit, est-ce que l'homme doit-il payer l'impôt? Il dit, donnez-moi une pièce. Il a donné une pièce. Il dit, c'est la tête de qui est dessus? On dit César. Il dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Même nous, les pasteurs, les imams, les choses, ils prélèvent un impôt sur les fidèles qu'on appelle la dîme, qu'on appelle l'offrande. Parfois, ils font des appels. En retour, vous faites quelque chose pour ces fidèles, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, quand les travailleurs ont l'impression que l'UTS prélevé ne va pas là où ça doit être, non, vous n'allez pas dire que le président n'a rien fait jusqu'alors. Non, je regrette. Écoutez, quand aujourd'hui vous voyez que les femmes enceintes sont prises en charge de 0 à 5 ans, il y a la gratuité, comment dirais-je, du côté de la médecine. Qui a montré ses limites aussi. Hein. Vous demandez aux agents de santé, ils vous diront aussi que... Écoutez, Rome ne s'est pas construit en un jour. Ne demandez pas à quelqu'un qui se retrouve entre le feu des terrorismes, entre la grogne, de pouvoir développer correctement. Et quand on développe, quand on veut bâtir un immeuble, on ne commence pas par le toit, on commence par le fondement.
Et tout fondement là, si vous voulez un immeuble solide, il faut creuser. Mais quand on creuse pour mettre le béton, on ne voit pas l'immeuble. Le président a à peine 4 ans. À peine 4 ans, il est dans cette souffrance, dans cette douleur. Et on veut un gratte-ciel d'un Empire State Building. Come on, man, come on. Soyons logiques. Permettons à la personne de travailler. Comment voulez-vous? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous divisez le pays. Et vous demandez au président, dans un temps Gbagbo, de faire des choses extraordinaires. Il ne peut pas gouverner dans de telles situations. OK. Après, arrive le président Alassane Ouattara. Très bien. Lui, le pays n'est pas divisé. Il fait des merveilles, il développe. Et puis, vous voulez comparer les 2 mandats. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas... Soyons logiques. C'est là qu'on a géré le pays dans une crise. Ce n'est pas la même situation qu'on est en situation de paix. Qui est en situation de paix? Je vais dire, vous comprenez donc que c'est difficile pour le président actuellement parce qu'il gouverne dans une situation de crise. Dans une situation de crise. Et pour vous, il faut une trêve sociale pour lui permettre de mettre en œuvre son programme. Il faut une trêve sociale, bien sûr. Mais moi, je vous dis, regardez au Japon. Les gens ne grèvent pas, ils développent leur pays. Un patriote se sacrifie. Oui, mais ça aussi, c'est quand au haut niveau, il y a l'exemplarité. C'est les pays où les gens sont très patriotes, c'est parce qu'à la tête, il y a des gens patriotes. Ça a été le cas pour Thomas Sankara. Le président est exemplaire. Regardez, quand même, il a appris que des gens recevaient de l'argent pour le recevoir. N'a-t-il pas grogné? N'a-t-il pas parlé? N'a-t-il pas pris des décisions? Il ne peut pas. On n'a pas su la nature de ces décisions, justement, donc on ne peut pas l'apprécier. Bon, je vous dis quand même qu'il a réagi. Et il dit qu'il ne se mêle pas de la justice, que la justice fasse son travail. Si demain, que ce soit les problèmes de l'orphin ou tout cela... Le charbon fin. Si la justice démontre par A plus B qu'il y a eu des malversations et qu'elle prenne des décisions, vous allez voir qu'il ne s'en mêlera pas. Ce n'est pas son travail, ce n'est pas son devoir. Lui, il vous fait confiance. Maintenant, à vous... Le nouveau scandale, c'est bien à la mairie de Ouagadougou, vous l'avez vu, entendu aussi. Oh, mais oui, bien sûr. Tout ça, c'est pas de nature à encourager le citoyen à payer ses impôts. Non, je veux vous dire... Quand il a l'impression que ses impôts sont utilisés à autre chose. Ça fait mal comment dirais-je, aux contribuables. Mais là, la justice doit faire son travail. Il faut que la personne incriminée aussi explique. Vous savez, quand il y a un problème, si j'ai un différend entre vous et moi, si moi je viens parler, il faut qu'on vous entende aussi. Et il faut que ceux qui nous écoutent puissent juger. À partir de ce moment, on voit le bienfait et on choisit, ou bien on décide d'inculper ou d'innocenter. Donc pour vous, il faut que la justice... Pour moi, la question de l'UTS. Oui, pour moi, il faut que l'UTS soit appliqué. Ça, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat sur la question parce que nous sommes des patriotes. Et chaque patriote doit contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de son pays. Pourquoi en France, il y a la carte vitale permet aux gens d'être soignés? Parce qu'on leur prélève 60% sur leur salaire. Si vous gagnez 1 million, écoutez, quand on dit social-démocrate, social là, ça veut dire être ensemble. Vous savez, moi j'ai cette culture du partage. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À l'époque de Jésus, laisse-moi terminer, à l'époque de Jésus, tous les disciples et ceux qui étaient avec eux amenaient tous leurs biens ensemble et ils partageaient équitablement selon les besoins de chacun. Quand une femme et son mari ont décidé d'aller vendre un champ, ils sont revenus, ils ont voulu garder la moitié du prix du champ. Et Pierre leur a demandé, est-ce que c'est là tout ce que le prix? Ils ont dit oui. Et poum, l'homme est mort sur place. Parce que le Saint-Esprit n'a pas accepté le mensonge. Oui, quand la femme est venue, elle a répété la même chose, pim, ils sont morts. Ça, c'est la Bible. Mais justement, quand vous avez des gens qui gouvernent sans vertu, qui ne mettent pas de la morale, qui effectivement ne mettent pas Dieu dans la gouvernance, dans la gestion des deniers publics, quand vous avez des autorités qui se servent des avantages et qui refusent ces avantages aux petits travailleurs. C'est pour cette raison que nous, on vient en politique, pour dire qu'on peut faire une politique saine, pour dire qu'on peut faire une politique authentique, qu'on peut faire une politique avec certaines vertus. L'exemplarité, c'est ça le problème aujourd'hui. Je suis d'accord. Le point de vue de l'État, les travailleurs le dénoncent. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec ce qu'ils reprochent. Mais il ne faut pas, comment dirais-je,
déplacer les bornes ou déplacer les discussions. Oui, il y a des voleurs, des trafics fiscaux. Oui, il y a de la malversation ici et là. Mais chaque homme qui a son travail doit le faire bien. Si ton travail est de dénicher, de chercher ceux qui font mal leur travail, fais-le ton travail. Le rapport que tu as, donne-le au premier responsable. Le premier magistrat de ce pays appréciera. Et sur la base du travail qui aurait été fait au cours de l'année, on pourra juger l'homme. Malgré tout cela, les routes sont construites. Est-ce que vous savez que sur le plan même économique, les commerçants ont une plus-value de près de 5 à 6% malgré ce temps de crise? Est-ce que vous savez que ce 31 décembre, un établissement a fait près de 17 millions de francs CFA en une nuit? En une nuit, 17 millions. Vous dites que les gens n'ont pas l'argent? Un 31 du premier, ils font 17 millions pendant que... Il y en a combien qui font ça? Comment? Il y en a combien qui font 17 millions en une nuit? D'établissements. Non, moi je vous cite seulement un établissement. Donc je ne parle pas des maquis et de tous les autres. Baladez-vous un samedi soir, vous allez voir, si vous me dites qu'il n'y a pas de moto dans la ville ou qu'il n'y a pas de musique, je serai d'accord avec toi. Moi je me balade, je fais tout. Les gens continuent de taper leur bière. On vous dit de prendre 1000 francs. 1000 francs. Quand vous parlez du TS là, 93%, excuse-moi, 93% des travailleurs, n'est-ce pas, seront touchés seulement de 0 à 10 000 francs. 7% seront touchés de 10 000 francs et plus. C'est sur ça qu'on fait toute cette grogne. Quand même, un vrai patriote est prêt à se saigner pour son pays, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous, écoutez, quand même on a besoin d'aide. Quand vous voyez la route, et puis c'est écrit don des États-Unis, c'est l'impôt. Nous, si nous-mêmes nous ne serrons pas la ceinture, pourquoi vous voulez que les autres pays nous viennent en aide demain? Si vous regardez le tapage qu'on fait dans le monde entier... Les travailleurs paient déjà beaucoup d'impôts, hein? Surtout avec l'avènement du MPP au pouvoir, il y a eu pas mal de... Non, le MPP aussi a aidé, je dirais, le gouvernement. Parce que quand on parle du MPP, c'est un parti. Moi, je parle du gouvernement. Le président Roch a son gouvernement. Ils ont travaillé à augmenter la masse salariale aussi. Il y a eu l'année, même l'application ne s'est pas faite en 2017. Le président aurait pu commencer. Ça a été voté à l'Assemblée. C'est le peuple même qui a voté cela. Moi, je dis, l'impôt est quelque chose, les IUTS et tout, ce sont des droits fondamentaux que les hommes doivent pouvoir payer. Les travailleurs du public payent déjà l'UTS sur le salaire de base. Hein. C'est une réalité. C'est sur les primes et indemnités maintenant. C'est là qu'il y a le problème. Nous, du privé, là, nous, on paye tout. Donc, il faut qu'on les mette comme nous. Ou bien nous sommes, ou bien nous, c'est ça la justice fiscale. Mais il faut qu'il y ait une... Non. Tous les hommes sont égaux en droit, n'est-ce pas, dans ce pays, non? Voilà. Donc, si le gouvernement juge qu'il fasse mettre tous les hommes sur le même pied d'égalité, le privé comme le public, il a raison de le faire. Parce que s'il ne le fait pas... Ça ne réduit pas le pouvoir d'achat? 1000 francs. 2000 francs qu'on va enlever sur tes primes, ça va réduire ton pouvoir d'achat. Tu es sérieux là quand tu me dis ça? Ah, c'est quelque chose pour certains. Non, attends, voyons. C'est rien pour vous? Voyons, je dis, tu sais, dans le social, là, ce sont les plus riches qui doivent aider les plus démunis. C'est la main tendue qui doit se faire. Aidons-nous les uns les autres. On n'a pas l'impression que c'est les plus démunis qui contribuent plus et qu'au sommet, on ne contribue pas On ne dit assez. pas ça. Je pense que, vous voyez, quand vous écoutez le professeur Waro, je pense qu'il l'explique 10 fois mieux que moi parce que c'est un technicien. Et je le félicite d'abord pour les brillants exposés qu'il est en train de faire sur Quand vous avez des logements des ministres, par exemple, on vous dit comme c'est en nature, ce n'est pas imposé. Alors que le peu qu'on donne à l'enseignant pour le logement est imposé. Moi, c'est un dossier. Le jour que je deviendrai ministre, je te dirai si je paye impôt ou si je ne paye pas impôt. Là, moi, je ne suis pas ministre. Je ne sais pas ce que Et quand vous avez des ministres, par exemple, qui ont des salaires qui vont au-delà du décret, des textes. Quand tu vas recevoir un ministre, là, tu vas lui demander ça ici. Vous êtes la majorité. Non, mais écoutez, de la majorité, okay. Moi, je ne suis pas encore ministre. Donc, on est presque en fin d'émission, on va parler des élections, justement. Donc, si je vous comprends, au niveau du MRP, on n'aura pas de candidat en 2020. Non, nous avons décidé parce que nous ne sommes pas prêts. Il faut être honnête, il faut être que nous ne sommes pas prêts. Et quand nous avons fait le tour de la question,
nous avons vu que celui qui est à même de représenter nos idées, c'est vraiment le président Roch-Marc Christian Kaboré. Quand il travaille même déjà à ordonner à la CENI de mettre les bureaux, l'enrôlement dans les lycées. À Koudougou, j'y suis passé, Moukassa, c'est dit déjà, il tend la main à la jeunesse en disant, jeune, l'avenir est entre tes mains. Tu as 18 ans ou plus, enrôle-toi. Parce que vous avez, aujourd'hui, ces jeunes-là ne sont pas corruptibles. Eux, ils ont l'esprit encore frais. Ils ont l'esprit frais. Et le président dit, enrôlez-vous. Nous attendons près de 2 millions de jeunes qui puissent s'enrôler. Et la décision sera entre leurs mains. Quand nous savons que nous représentons, la jeunesse représente près de 65 à 70% de la population. Malheureusement, cette jeunesse, elle est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, elle parle beaucoup, mais apparemment, elle ne voit pas. Justement. C'est pourquoi ils ont mis les... Ça va être un défi majeur pour vous, partis politiques. Comment faire en sorte que les gens aillent aux élections? Tout à fait. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. C'est pourquoi nous travaillons dans nos déplacements à sensibiliser cette jeunesse et à leur dire que ne nous plaignons pas parce que nous aurons les résultats de ce que nous aurons décidé. Beaucoup de jeunes disent non, ce n'est pas la peine, ça sera toujours la même chose. Nous, même si on fait, ce n'est pas la peine de... Non! Aujourd'hui, le changement n'est pas dans la rue, le changement n'est pas dans les armes, le changement est dans les urnes. Tu es jeune, saisis ce message. Nous savons que nous visons 2025. Nous avons une vue sur les 5 prochaines années qui sont à venir. Mais si nous gardons l'homme qui a déjà commencé un bon travail dans ce pays, qu'on lui permette de le parachever et de passer le flambeau à la génération qui va venir, eh bien je vous dis qu'en 25, on aura les jeunes aux commandes de ce pays. Maintenant, où les jeunes doivent se battre, vous êtes leader. Votez vos leaders. Il faut que l'Assemblée se rajeunisse. Il faut que nous ayons le maximum de députés jeunes afin de former un groupe parlementaire. Ce groupe parlementaire il est obligé qu'il soit pris en considération. Et c'est ce qui déterminera ce qui arrivera en 2025. Ça va être un défi pour vous, être à l'Assemblée nationale? Ça sera un défi, bien sûr, oui. Ça sera un défi. Et nous sommes prêts à relever ce défi. Vous avez une base électorale, vous, à Koudougou? Oui, nous avons une base électorale. Assez solide pour vous permettre d'aller à l'Assemblée? Nous nous battrons, nous nous battrons, nous nous battrons. Écoutez, c'est une course. Et puis de toute façon, l'échec, c'est quoi? L'échec, tu échoues, tu recommences. Est-ce que l'échec, c'est la fin du monde? Il y a un président américain qui a échoué toute sa vie dans tous les domaines. Et puis, le président, il a réussi. Donc, l'échec n'est pas un problème. L'échec est formateur. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si tu as peur de l'échec, alors tu ne te présentes pas, c'est que tu ne réussiras jamais. Non, on y va. Si ça passe, gloire à Dieu. Si ça ne passe pas, on tentera dans 5 ans. Et ainsi de suite. Mais nous voulons créer quelque chose et laisser une bonne base pour notre jeunesse. Créer un avenir pour notre jeunesse. Moi, je ne sais pas combien d'années je ferai peut-être en politique, mais nous travaillons pour laisser quelque chose à nos enfants derrière, à nos frères, à nos petits frères derrière. Un pays de paix, un pays où il y a la tranquillité, où chacun peut prétendre à devenir quelqu'un. C'est ça qui est important, Aubin. Merci, Clavé Yaméogo, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est vite passé, hein? Très vite. Mais vous parlez si bien. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je suis très enchanté. Merci. Nous étions avec le président du mouvement pour le rassemblement patriotique MRP, Clavé Yaméogo, qui est venu donc nous parler des ambitions pour son parti, qui est de la majorité présidentielle et qui entend rester aux côtés de Roch-Marc Christian Kaboré pour les élections de novembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.